Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. La capsule d'aujourd'hui portera sur l'épilepsie. Je vais vous proposer le plan suivant. On va commencer tout naturellement par une définition, puis la classification. On va voir les causes de l'épilepsie, puis la manifestation clinique. Et ensuite, quelle attitude adopter face à un chien qui manifeste une crise d'épilepsie? Comment se fait le diagnostic? Quel est le pronostic? Comment se fait le traitement? Et comment vivre avec un épileptique? Et enfin, on va terminer par une conclusion. Nous allons rappeler d'abord les objectifs pédagogiques. Il faut dire que cette présentation a pour objectif de vous éclairer sur l'épilepsie de nos fidèles compagnons, à savoir les chiens et les chats. Et c'est une promesse qui a été faite aux membres du club, nos compagnons chiens et chats du Niger. J'ose espérer que j'ai tenu ma promesse. Eh bien, nous aborderons les aspects essentiels de cette pathologie neurologique, des symptômes au traitement afin de vous aider à mieux comprendre et à agir efficacement face à l'épilepsie. Il faut dire que l'épilepsie est une maladie neurologique caractérisée par des décharges électriques anormales et excessives au niveau du système nerveux central, perturbant ainsi son fonctionnement normal. L'épilepsie se manifeste par des crises convulsives, soudaines, brèves et souvent accompagnées d'une perte de conscience et de troubles moteurs variés. Je profite de l'occasion pour dire bonjour à Dr Fatimata Hassan Djibo, notre neuro, qui fait des efforts titanesques dans son métier et je l'encourage vivement. Il faut dire que l'épilepsie porte plusieurs synonymes, c'est ainsi qu'on l'appelle le haut mal, on l'appelle le mal caduc, on l'appelle le mal sacré, on l'appelle aussi la folie de l'âme, qui est une traduction mot à mot du mot Borijeki en Hausa. Et bien comme le Hausa est la langue nationale, donc de temps à autre nous profitons pour dire les noms des maladies en langue locale afin que cela soit connu et maîtrisé par les jeunes. Chez le chien et chez le chat, l'épilepsie peut être primaire, autrement dit, elle peut avoir une cause idiopathique ou autrement dit, être sans cause identifiable. Mais aussi, elle peut être secondaire à d'autres pathologies qui vont créer des lésions cérébrales, qui vont laisser des séquelles telles que la maladie de Carré ou des toxines. Il faut dire que l'épilepsie a une triple importance. Un, elle est fréquente chez le chien et chez le chat, par opposition aux bovins, à l'exception du Brome 6, où il hérite cette pathologie. C'est aussi une pathologie qui est grave, qui est liée à des troubles neurologiques qui sont irréversibles. Et par conséquent, une fois que le traitement est institué, c'est un traitement à vie. Et enfin, elle a un aspect social éprouvant et simule la rage. Chez les humains, l'aspect social est le plus impactant car les gens ont de la peine à s'insérer socialement. Ils sont le plus souvent, je ne dirais pas mis sur le banc de touche, mais les gens les craignent pensant que c'est une maladie contagieuse. Non, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. C'est un trouble électrique du système nerveux central. Et bien là, nous avons un chien qui souffre d'épilepsie et là, nous sommes pendant la phase tonique où nous constatons qu'il s'est raidi, les membres sont raides et le cou est renversé vers l'arrière. On dit qu'il est en opisthotose. Là, nous avons un chat probablement pendant la phase terminale, autrement dit la phase tertor, où nous constatons qu'il est épuisé et il a la bouche qui est complètement ouverte afin de pouvoir respirer. Passons enfin à la classification. Il faut dire qu'il existe trois types de classification. La première classification, c'est la classification clinique. C'est ainsi qu'on peut distinguer une épilepsie complète. Dans ce cas, c'est tout le corps de l'animal qui est affecté par cette crise paroxysmique. Et il y a une
épilepsie incomplète, qu'on peut appeler aussi une épilepsie partielle. Dans ce cas, c'est juste une partie du corps qui peut être affectée. L'animal peut manifester des tournis en voulant se mordre la queue, par exemple. Là, c'est la classification basée sur le plan clinique. Il y a une classification anatomopathologique. Dans ce cas, elle est basée sur l'observation des lésions au niveau du système nerveux central. C'est ainsi qu'il y a une épilepsie symptomatique. Dans ce cas, il y a les lésions au niveau du système nerveux central et une épilepsie essentielle. Dans ce cas, il n'y a pas du tout de lésions au niveau du système nerveux central. La troisième classification, c'est une classification qui se base sur le plan physiopathologique. Elle est basée sur les courbes graphiques, autrement dit sur l'encéphalogramme. En effet, il existe des décharges électriques au cours de l'épilepsie et c'est ainsi qu'on peut observer trois types d'encéphalogramme associés à l'épilepsie. I'm sorry. C'est ainsi qu'on peut observer une décharge générale du système nerveux central. Dans ce cas, on a une épilepsie généralisée. On peut observer des décharges en foyer, autrement dit, qui affectent certaines zones. Dans ce cas, on a une épilepsie partielle. Et c'est la partie contrôlée par la zone affectée qui va manifester la maladie. Et enfin, on a une décharge hybride, autrement dit, une décharge entre la décharge généralisée et la décharge en foyer. Dans ce cas, on a une épilepsie qui est partielle, mais secondairement sera généralisée. Autrement dit, l'animal va commencer par une crise tonoclonique, puis il va se raidir, commencer une phase tonique et enfin recommencer une phase tonoclonique. À présent, parlons des causes de l'épilepsie. Il faut dire que il y a essentiellement deux causes, autant pour moi. Il y a l'épilepsie idiopathique qu'on appelle l'épilepsie primaire. Le plus souvent, elle est d'origine génétique. Elle apparaît généralement entre 6 mois et 5 ans chez l'animal. Elle est le plus souvent diagnostiquée par exclusion de toutes les autres causes. Et enfin, il y a la deuxième catégorie d'épilepsie qu'on appelle l'épilepsie secondaire. Elle inclut toutes les séquelles dues à d'autres pathologies telles que les tumeurs cérébrales, les traumatismes crâniens, les intoxications, en particulier par les pesticides, et les troubles métaboliques qu'on peut observer, par exemple, lors des maladies du foie ou des maladies des reins. Dans ce cas, on parle de causes secondaires. Il faut dire que quand même qu'il existe des races qui sont prédisposées. C'est ainsi que certaines races sont génétiquement plus vulnérables. C'est le cas du berger belge, du beagle, du labrador retriever, du golden retriever, du berger allemand, du boxer et du caniche. Il faut parler du cas du chat. En effet, contrairement au chien, l'épilepsie secondaire est majoritaire chez le chat. Donc chez le chat, le plus souvent, ce sont des causes secondaires. En effet, les causes les plus fréquentes sont les tumeurs cérébrales, les infections, particulièrement lors des méningites et des encéphalites, les inflammations, les accidents vasculaires cérébraux et les troubles crâniens qu'on observe chez le chat. L'épilepsie primaire, autrement dit l'épilepsie idiopathique, est rare chez le chat. Et il n'existe pas encore de preuves génétiques claires, contrairement à certaines races chez le chien. L'âge moyen d'apparition diffère chez le chat. En effet, le plus souvent, on observe l'épilepsie aux environs de 3,5 ans, contre environ 8 ans pour ce qui concerne l'épilepsie secondaire. Donc, on observe l'épilepsie primaire aux environs de 3 ans et demi et l'épilepsie secondaire aux environs de 8 ans chez le chat. Parlons à présent de la symptomatologie. Il faut dire que l'évolution de l'épilepsie chez le chien passe par 4 étapes. 1, c'est la phase précritique qu'on appelle la phase d'aura. Le mot aura est relatif à l'aurore, autrement dit au moment où le soleil manifeste son apparition. Donc c'est la phase qui annonce l'apparition de la crise.
Donc, juste avant la crise, l'animal peut présenter des changements de comportement. Chez le chat, cela peut se traduire par une agitation accrue ou une recherche d'affection inhabituelle, ou bien l'animal aura tendance à courir pour aller se cacher. Donc, l'animal sent que la crise arrive. Chez le chien, par contre, on peut observer des comportements anormaux comme la léthargie, comme l'anxiété ou l'isolement qui peuvent être observés. Donc ça, c'est la phase d'aura, c'est la phase précritique, c'est la phase qui annonce l'arrivée de la crise. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase tonique. Dans ce cas, l'animal va se raidir les membres. La tête va être en opistotonos et il va tomber en décubitus latéral. Donc là, vous sentirez qu'il y a une contraction, particulièrement des muscles comme le biceps et le triceps vont se contracter au même moment. Donc c'est comme s'il y a un tétanos physiologique. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase clonique qu'on appelle la phase de crise ou la phase ictus. Dans ce cas, l'animal est agité de secousses et ces secousses sont désordonnées. Il y a une myoclonie aussi bien au niveau des mâchoires, au niveau des membres. Pour ce qui est du visage, on a un nystagmus. L'animal va pédaler et cette phase de crise myoclonique va durer environ 3 à 5 minutes. 3 à 4 minutes, autant pour moi. Donc, la crise elle-même peut inclure des convulsions généralisées. Dans ce cas, c'est tout le corps de l'animal qui est en contraction. Dans ce cas, on parle d'épilepsie complète. Mais on peut aussi observer que juste une partie, comme par exemple la patte, comme la face, est en mouvement. Dans ce cas, on parle d'épilepsie partielle ou incomplète. On peut aussi avoir une épilepsie partielle, mais qui est secondairement généralisée. Autrement dit, l'animal va commencer par une crise tonoclonique, puis il va se raidir, et enfin, il va recommencer une crise tonoclonique. Dans ce cas, c'est lorsque on a une décharge qui est hybride entre la forme généralisée et la forme focale. À cette crise convulsive s'ajoutent d'autres signes tels que la salivation, l'animal va baver, la perte du contrôle de ses sphincters. On peut observer que l'animal va uriner ou bien il va déféquer involontairement, mais surtout il peut perdre complètement la conscience. La dernière phase, c'est la phase post-critique qu'on appelle la phase post-ictus ou la phase stertor. En effet, après la crise, l'animal est souvent désorienté, il est épuisé, il est confus. On peut se rendre compte qu'il a une respiratoire bruyante à cause de l'encombrement bronchique. Cette phase peut durer quelques minutes, voire quelques heures. Durant cette phase, l'animal peut errer sans but. Il peut être temporairement aveugle ou sourd, ou bien montrer une soif ou une faim intense. Elle est caractérisée par un retour à l'état normal. Donc, comme on dit, vaut mieux voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons, par exemple, la phase d'aurore chez un chien. Il ouvre la bouche, il regarde de façon hagard, il tremble de la tête, comme s'il se pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ensuite, la phase tonique, on va constater un raidissement et un animal qui va renverser la tête, donc il sera en opistotonos. La troisième phase, c'est la phase toniclonique où il va se mettre à pédaler aussi bien des membres antérieurs que des membres postérieurs. Et enfin, la phase de stertor où il aura un encombrement bronchique, il va être épuisé, il va se relâcher et il va revenir à l'ordre normal. Donc là, c'est une crise d'épilepsie complète qu'on vient de décrire. Là, nous avons un chien qui a une crise d'épilepsie partielle et nous constatons que c'est comme si il veut se mordre la queue, il renverse la tête et il cherche à mordre sa queue. Et là, c'est un chat pendant la phase stertor. Que faire face à une crise d'épilepsie?
Face à une crise d'épilepsie, la première des choses, c'est que le propriétaire, vous devrez garder votre calme et vous devrez vous sécuriser. Un, il ne faut pas paniquer car votre calme va aider l'animal. Deux, n'intervenez pas directement sur l'animal pendant la crise. Il est préférable de le laisser manifester sa crise, mais tout au plus, vous pouvez éloigner tous les objets dangereux autour de lui pour éviter de se blesser, particulièrement de fois le feu, car on a tendance à dire que traditionnellement, c'est une maladie où l'épileptique a tendance à vouloir tomber dans le feu. Il ne faut jamais mettre le doigt dans la bouche car vous risquez d'être mordu sévèrement car il y a une contraction des masséters et un claquement des dents. Donc l'animal pouvait vous mordre involontairement. Vous pouvez observer, mais aussi et surtout documenter l'événement. Donc pour cela, chronométrer la durée exacte de la crise afin d'informer votre vétérinaire. Notez les symptômes que vous avez observés. Est-ce que vous avez constaté une phase précritique? Est-ce que vous avez constaté une phase tonique? Est-ce que vous avez constaté une phase myoclonique? Est-ce que vous avez constaté une phase d'estertor? Ce qui lui permettra de savoir s'il s'agit d'une épilepsie généralisée ou d'une épilepsie partielle. Filmer l'événement et surtout qu'aujourd'hui nous avons la possibilité d'avoir des smartphones à notre disposition. Donc il faut filmer, ce qui vous permettrait de bien documenter, de partager toutes les informations avec votre vétérinaire. Par contre, lorsque la crise dépasse plus de 5 minutes, dans ce cas, il se pourrait que ce ne soit pas de l'épilepsie, il se pourrait que ce soit une intoxication par un toxique convulsivant. Dans ce cas, prenez contact directement avec votre vétérinaire. Tout naturellement aussi lorsqu'il y a plusieurs crises qui se succèdent sans que l'animal ne récupère sa conscience, eh bien, dans ce cas, on est soit en phase d'un état de mal épileptique ou bien nous sommes en phase d'une intoxication par les produits comme la strychnine ou bien les organochlorés qui entraînent des multiples crises. Pour ce qui est du diagnostic de l'épilepsie, il faut dire que le diagnostic passe par un processus d'exclusion. Et le premier élément, c'est l'anamnèse et l'observation. Dans ce cas, le diagnostic débute par un recueil détaillé des antécédents de l'animal et une description précise de la crise observée. Des vidéos qui sont prises sont extrêmement utiles pour les vétérinaires. À cela va s'ajouter l'examen clinique. Dans ce cas, on va faire un examen clinique complet et un examen neurologique approfondi permettant d'évaluer l'état général de l'animal et identifier éventuellement les déficits. On peut faire des examens complémentaires, entre autres des analyses sanguines, des analyses urinaires, afin d'écarter les causes métaboliques. Mieux, on peut faire une imagerie cérébrale telle que l'IRM ou le scanner, qui sont indispensables pour chercher des lésions au niveau du système nerveux central. Le diagnostic d'exclusion, l'épilepsie idiopathique est diagnostiquée uniquement après avoir exclu toutes les autres causes possibles. Donc, à ce niveau, il y a la nécessité de faire un examen, un diagnostic différentiel vis-à-vis des autres pathologies. Là, nous avons un chien qui est en train de faire son électroencéphalogramme. Et là, nous avons l'électroencéphalogramme qui est très désordonné, particulièrement lors des crises. Là, nous avons l'imagerie cérébrale qui permet de voir les lésions. Pour ce qui est du diagnostic différentiel, il faut écarter le syncope cardiaque. Dans ce cas, vous allez observer surtout une cyanose au niveau des muqueuses car l'animal n'est pas assez oxygéné. Il faut écarter les encéphalites comme la rage. Toutefois, dans le cas de la rage, il y a une certaine agressivité et d'autre part, il y a une évolution rapide de la maladie. N'oubliez pas que la rage cliniquement déclarée chez le chien va finir par le tuer en 10 jours. Il faut éliminer les maladies telles que la maladie du carré. Toutefois, on observe une fonte musculaire ascendante. Il faut éliminer l'hypocalcémie, autrement dit l'éclampsie. Toutefois, elle est observée surtout chez la chienne après la mise bas. Il faut aussi éliminer les intoxications, en particulier les intoxications par les toxiques convulsivants comme la strychnine et les organochlorés.
Pour ce qui est du traitement, il faut dire qu'un traitement antiépileptique est généralement mis en route. Toutefois, c'est un traitement à vie pour réduire les fréquences et l'intensité des crises. La posologie est strictement définie par votre vétérinaire. Et d'autre part aussi, des visites régulières sont nécessaires chez le vétérinaire afin d'ajuster les doses du médicament anti-épileptique qu'il va vous prescrire. Les produits les plus utilisés sont d'abord les barbituriques, en particulier le phénobarbital, communément appelé le Gardénal. Il est utilisé à la posologie de 1 à 3 mg par kilogramme et ce 2 à 3 fois par jour. On peut utiliser aussi, il faut préciser que le Gardénal est utilisé en période intercritique, autrement dit entre deux crises. Par contre, lorsque la crise apparaît, dans ce cas, on va utiliser surtout des anticonvulsivants comme le diazépam, non commercial, le Valium, et dans ce cas, vous ferez une injection intramusculaire à l'aveugle. Et comme je le disais, c'est un traitement institué à vie. Là, nous avons le Gardénal 100 mg. Là, nous avons le Valium. Là, nous avons un autre produit qui s'appelle Épileptique que j'ai trouvé. Et là, votre animal qui va recevoir régulièrement sa dose directement au fond de la gueule. Il faut dire que pour ce qui est du traitement, il faut tenir un journal détaillé des crises, autrement dit les dates, les heures, les durées, la description de la crise, les facteurs déclenchants. Tout cela aidera votre vétérinaire à optimiser le traitement. Il faudrait aussi adapter le mode de vie de votre chien. Dans ce cas, il va falloir que vous aménagiez un environnement qui est calme, où vous allez limiter les facteurs de stress et d'exposition aux toxines qui peuvent aider à prévenir les crises. Pour ce qui est de pronostic, il faut dire que l'épilepsie n'est pas une maladie mortelle. Cependant, c'est une crise qui va se répéter toute la vie de l'animal. Donc, le traitement sera un traitement à vie. Si l'épilepsie s'est manifestée durant le jeune âge, il faut dire que le pronostic est grave. Si aussi nous avons une épilepsie avec un intervalle intercritique qui est très court, autrement dit des crises qui sont très fréquentes, telles que 2 crises par semaine, dans ce cas aussi le pronostic est grave. Comment vivre avec un animal épileptique? Pour vivre avec un animal épileptique, la première des choses, c'est de sensibiliser votre environnement. Il faut informer les membres de la famille, les amis et toute personne susceptible de s'occuper de votre animal tel que la bonne pour une conduite à tenir en cas de crise. Il faudrait qu'il sache l'attitude à tenir. S'il y a un numéro de téléphone d'un vétérinaire, eh bien, tous les membres de la famille doivent être informés afin qu'ils sachent que faire en cas de crise. 2, il faut lui aménager un environnement sécurisé. Il faut aménager un environnement sûr, calme, où on va retirer tous les objets potentiellement dangereux et pouvant créer un espace dangereux pour le chien. Dans ce cas, il faut lui créer un espace de repos qui est doux et qui est accessible. Il faudrait aussi, sur le plan pharmaceutique, vous assurer qu'il y a un stock suffisant de médicaments et respecter scrupuleusement les horaires d'administration afin d'éviter les oublis. Si vous le faites à toutes les heures, vous finirez d'oublier. Mais si vous dites que vous le faites tous les soirs à 20 h, par exemple, ça va être quelque chose qui est corticalisé. Ou si vous le faites tous les jours, le matin, eh bien, il va recevoir régulièrement sa dose d'antiépileptique et éviter la crise. Il faudrait aussi soutenir émotionnellement votre animal. En effet, votre animal a besoin de votre compréhension, de votre soutien qui sont essentiels au bien-être de votre animal. Les animaux épileptiques ont besoin d'un environnement aimant et sécurisant. Donc en conclusion, je dirais que l'épilepsie n'est pas une fatalité. Pas du tout. L'épilepsie n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie mortelle. Avec un diagnostic précis et un suivi vétérinaire adapté, la plupart des chiens et des chats épileptiques peuvent mener une vie pleine et heureuse avec une bonne qualité de vie. Et oui, avec un diagnostic précis
un suivi vétérinaire adapté, les animaux épileptiques peuvent mener une vie pleine et heureuse avec une bonne qualité de vie. La vigilance constante des propriétaires et une collaboration étroite avec votre vétérinaire sont les piliers pour maîtriser la maladie et minimiser l'impact des crises. Donc, je terminerai en disant, ensemble, protégeons nos compagnons face à l'épilepsie et offrons-leur le meilleur environnement pour leur épanouissement. Voilà, chers collaborateurs, ce que j'ai bien voulu partager avec vous. Et comme je l'avais promis, chose promise, chose due, et j'ose espérer que c'est un module qui vous fera extrêmement plaisir, chers membres du groupe Canin Niger, avec l'espoir de se revoir bientôt pour le show qui sera organisé pour nos compagnons. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.